Bonjour et bienvenue dans l'émission Story. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours d'un nouveau leader. Je suis accompagnée de Jimmy Berthet, un maire adjoint de la ville de Paris. Bonjour Jimmy. Bonjour Marie. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, parfaitement. On est vraiment intéressé par le parcours d'un premier maire adjoint. Comment ça se passe? Comment on arrive à devenir élu de la ville de Paris? Alors, l'élection municipale, c'est tous les 6 ans. Pour devenir maire adjoint d'un arrondissement, d'une ville, il faut se présenter aux élections municipales. Les élections municipales en France, elles ont lieu tous les 6 ans. Les dernières, elles ont eu lieu en 2020 et les prochaines, elles auront lieu en mars 26. Il faut se positionner, constituer une liste, rejoindre un parti ou pas, et se porter candidat. D'accord. Et vous avez été soutenu, vous, par une personnalité politique? Comment ça se passe? On sait que c'est un monde de réseau. J'ai été soutenu, bien sûr, par des personnes, par des politiques. Mais j'ai été soutenu plus dans mon parcours associatif. C'est le parcours associatif qui m'a amené à la vie politique. J'ai été soutenu, mais je pense que j'ai surtout été identifié. Parce que à partir de 2005, je me suis beaucoup investi dans des associations, dans le centre de Paris, en lien avec la jeunesse, la solidarité internationale. Et du coup, je pense que je me suis un peu démarqué, parce que j'ai fait pas mal de choses dans mon arrondissement. Et j'ai été accompagné tout au long de mon parcours beaucoup par Christiane Taubira, à l'époque qui était garde des Sceaux, Oui. par Bertrand Delanoë aussi, qui était maire de Paris, quand j'ai commencé mon engagement associatif. C'est intéressant, vous parlez de Christiane Taubira, qui est une figure emblématique. Comment s'est traduit son accompagnement, son soutien? À travers des actions, je suppose, lesquelles? À travers des actions, mais aussi par une présence. Il faut savoir que Christiane Taubira, c'est une femme politique, une intellectuelle, qui a toujours voulu transmettre aux jeunes générations. Elle le fait d'autant plus maintenant parce qu'elle est plus disponible. Mais c'est vrai qu'à l'époque, son soutien se traduisait beaucoup par une présence. C'est quelqu'un qui sait être présent, qui a envie d'être présent, qui a envie d'être là, qui a envie de soutenir des jeunes. Et donc très concrètement, quand j'organisais des événements dans mon arrondissement, elle se déplaçait à vélo. Elle venait nous soutenir, elle venait participer, dire des mots, toujours soutenir les jeunes. Et ça, je l'ai beaucoup vu à l'époque quand elle était garde des Sceaux et même après. Donc essentiellement, elle a fait acte de présence en vous soutenant lors d'événements, c'est ça? C'est ça. Et concrètement, quelle est l'histoire derrière cette élection? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la story. Quel est le démarrage en termes de scolarité, par exemple? Alors, en fait, c'est assez original parce que moi, j'ai grandi à Paris-Centre. Dans une famille d'immigrés à Paris-Centre. Et quand je dis Paris-Centre, c'est les 4 premiers arrondissements de Paris. Donc c'est les Halles, le Marais, le Sentier. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois très bien. Mais du coup, ce qu'on pense, c'est que dans ces arrondissements, il n'y a que des gens qui sont très riches. Alors c'est vrai que c'est une population qui est quand même assez aisée, qui vit là. Mais il y a beaucoup de logements sociaux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens aussi et qui vivent, issus de l'immigration. Et moi, je faisais partie d'une de ces familles. Et il y a plein de jeunes comme moi, de Paris-Centre, qui ont grandi à Paris-Centre et qui n'étaient pas privilégiés. Et à l'époque, moi, j'allais beaucoup au soutien scolaire dans un centre social qui s'appelle La Clairière. Et j'allais beaucoup aussi au centre de loisirs. Et donc, j'ai rencontré une animatrice à l'époque qui s'appelle Laura Briem et qui s'occupait un peu de ces jeunes, qui n'étaient pas comme les autres jeunes de Paris-Centre, qui n'allaient pas en vacances au ski, qui n'allaient pas dans des maisons de campagne le week-end, etc. Et donc, je me suis un peu impliqué dans cette association et j'ai beaucoup travaillé dans cette association. On organisait un défilé solidaire qui, du coup, sollicitait les maisons de couture de Paris-Centre, qui nous donnaient des vêtements. Ensuite, on organisait nous-mêmes un défilé dans lequel nous-mêmes on défilait. Et ensuite, on revendait ces vêtements pour pouvoir aller en vacances, aller au ski. Et puis, plus tard, après, construire des chantiers de solidarité dans nos pays d'origine, rénover des écoles, des bibliothèques, etc. Donc après, c'est devenu un pont entre Paris-Centre et nos pays d'origine. Et c'est comme ça que le maire, à l'époque, le maire du 3e arrondissement, Pierre Edenbaum, m'a entre guillemets repéré. Et c'est comme ça qu'en 2020, il m'a proposé de rejoindre la liste d'Ariel Veil, qui est actuellement le maire de Paris-Centre. D'accord. Et plus concrètement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, l'engagement, il est venu de manière naturelle. Vous êtes investi au sein d'une association et finalement, vous êtes fait remarquer par vos actions. C'est ça que vous décrivez un petit peu. C'est ça. Et aujourd'hui, au niveau du parcours scolaire, est-ce que les personnes qui nous regardent doivent se poser des questions, à savoir est-ce que vous avez pris un cursus qui est en rapport avec la politique? Quel est votre parcours scolaire? Quelle a été votre orientation scolaire initialement? Alors j'ai fait un bac général, un bac ES, on appelait ça comme ça à l'époque.
Après, j'ai fait une première année Sciences Po Histoire D'accord. que j'ai pas vraiment apprécié. Je voulais quelque chose de beaucoup plus concret et du coup, je me suis orienté vers le droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un élève plutôt bon, mais pas exceptionnel. Et j'ai beaucoup été, moi, aidé par des animateurs, par Laura Briem, par des gens, justement, des professeurs, parce que j'ai su aller chercher de l'aide. Par exemple, vous voyez, j'étais très moyen, par exemple, en mathématiques. Et à un moment, il fallait que je voulais aller en général. Et je me disais, mais comment je vais faire? Parce que ça va pas. Et du coup, j'ai pris beaucoup de soutien scolaire. J'étais beaucoup à la Clairière aussi. C'est un centre social dans le centre de Paris pour vraiment avoir des outils pour pouvoir arriver en général. Et après, j'ai fait un master en droit. D'accord. J'ai fait du droit privé. Ensuite, j'ai fait un master en droit de la propriété intellectuelle. Ça s'appelait droit de l'innovation, de la culture et de la communication. Et après, j'ai réalisé que je voulais pas être avocat. Parce qu'à un moment, je voulais être avocat. Et après, j'ai fait quelques stages et je me suis dit que finalement, c'était pas ce dont j'avais envie. Et de façon un peu étrange, dès que j'ai fini mes études, je suis allé dans mon pays d'origine. Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine malienne. D'accord. Et du coup, j'ai toujours travaillé entre le Mali et la France depuis mes 18 ans avec des artistes parce que j'étais passionné de culture, parce que mes parents eux-mêmes sont artistes. Et quand j'ai eu mon master, je crois en juillet 2014. Et en novembre, j'étais parti au Mali pour 4 ans. C'est important pour vous de porter des projets en rapport avec la double culture, avec vos deux identités? En fait, pour moi, c'est très important parce que je pense que c'est une richesse. Et quand on parle de richesse, on ne peut pas dire que c'est une richesse si on ne connaît pas son pays vraiment d'origine. Alors, c'est une richesse, mais comment on l'incarne? Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de nos parents? Et finalement, moi, ça m'a donné beaucoup de force de savoir d'où je viens. Et ça m'a donné beaucoup de force aussi de savoir, finalement, souvent, on se dit beaucoup, on est à l'origine, etc. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces pays? C'est quoi cette ville? Comment les gens y vivent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens là-bas, en lien avec ici? Justement, vous n'avez pas le sentiment parfois d'être ballotté entre deux mondes sans véritablement trouver votre place en ayant une double culture? Vous êtes né en France? Moi, je suis né en France. D'accord. Et en ayant ces deux cultures, est-ce que parfois, en étant dans une, on ne vous renvoie pas vers l'autre, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment finalement d'être pas tout à fait à être au milieu, c'est pas être tout à fait à sa place? En fait, c'est drôle comment on peut voir les choses. Moi, j'ai toujours vu ça comme une... Alors au début, c'était pas évident quand j'étais enfant d'être à Paris Centre et d'avoir une maman déjà noire. Je pense que j'étais le seul noir de mon école, différente, une maman tout simplement différente. C'était pas évident. Et elle m'a toujours dit elle que c'était une richesse et maintenant je le comprends. Et je suis très fier de l'éducation qu'elle m'a donnée. Mais aujourd'hui, moi, je le vois vraiment comme un atout. À aucun moment, je me suis dit, ah là, ça va être compliqué, etc. Je le vois vraiment comme un atout d'avoir un peu des deux, d'avoir parfois d'être à l'aise aussi dans des environnements qui sont complètement différents. Et de pouvoir aussi... Pour la chance de pouvoir parler deux langues, de pouvoir s'associer à deux cultures, de comprendre deux mondes. C'est ça. La seule chose, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, c'est que nous, on a beaucoup le respect, vous savez, des parents, des aînés. Bien sûr. Et je remarque qu'en politique, ici en France, ça n'existe pas. Voilà, s'il y a quelque chose à dire, on le dit. Il faut savoir s'affirmer. Et ça, des fois, ça a été... un frein quand même pour moi, parce que je me dis, ah, mais c'est quelqu'un d'un certain âge quand même, est-ce que je vais m'opposer à cette personne? Parce que j'ai pas été habitué à ça, à m'opposer à des adultes ou à des figures comme ça, qui sont plus âgées, des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, d'aller comme ça au contact et de dire, bah non, je suis pas d'accord, etc. Ça, oui, parce que j'ai pas été éduqué comme ça. On m'a toujours dit, quand un adulte parle, tu fais profil bas. Quelle est la motivation derrière cet engagement? Est-ce qu'il y a une situation de vie, un événement marquant durant votre enfance ou votre vie d'adulte qui vous a donné envie de devenir maire adjoint? Est-ce que c'était une vocation au départ ou finalement c'est un élément clé qui a déclenché cette envie? En fait, je pense que j'ai réalisé, en étant né et grandi à Paris Centre, en ayant vu le parcours de mes parents, j'ai réalisé beaucoup de choses. Lesquelles? J'ai réalisé que si j'avais pas grandi dans cet environnement, là, à Paris Centre, dans un cercle privilégié, peut-être que j'aurais pas eu les mêmes opportunités que d'autres. Et ça m'a donné envie de m'engager pour que des personnes qui ont aussi envie de s'engager puissent s'engager, pour que des structures qui existent puissent continuer d'exister. Je parle, ça peut être des centres sociaux,
des accompagnements aussi à côté du temps scolaire, le périscolaire, toutes ces choses-là qui fait que quand on est à Paris, il y a des choses qui peuvent être facilitées. Je dis pas que tout est facile, hein, mais je dis qu'il y a des choses en place qui sont mises en place à Paris qui m'ont permis à moi, et je le vois aussi, qui ont permis à d'autres jeunes de faire ce qu'ils voulaient. Et en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut dans tel environnement? Est-ce que cette personne va pouvoir faire ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle est déterminée? Ce que vous dites finalement, c'est qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances et vous, à travers votre engagement, vous souhaitez offrir des opportunités à des personnes qui auraient initialement pas eu la chance d'accéder à la culture. Parce que moi, de ce que je vois en termes d'engagement, vous êtes très engagé auprès des jeunes. Pourquoi les jeunes, justement? Pourquoi ce choix-là? Alors, c'est parce que j'ai toujours... C'est une très bonne question parce que j'ai toujours été engagé, moi, aux côtés des jeunes, parce que je pense que c'est ce moment de la vie qui est un moment important. Parce que c'est le moment, moi, en tout cas, pendant lequel j'ai réalisé plein de choses. J'ai réalisé qui j'étais, ce que j'avais envie de faire, j'ai pris les choses en main et j'avais une sorte de détermination. Et je pense que c'est ce moment-là de la vie qui est important. C'est à ce moment-là qu'il se passe beaucoup de choses. Je dirais même entre 12 et 25. C'est là finalement où on décide un peu de ce que sera sa vie. Après, on peut toujours rebondir la vie. Pour moi, tant qu'on est en vie, on peut toujours faire plein de choses. Mais c'est un moment quand même assez important de la vie. C'est un moment où on décide beaucoup de choses qui seront déterminantes pour la suite. Et je trouve ça intéressant d'agir à ce moment-là. Les choix se font là finalement. Et quand on a des personnes qui nous orientent vers les bonnes directions et qui nous permettent de pouvoir tout simplement rencontrer la culture ou autre, ça crée des vocations. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Vous venez d'un environnement plutôt privilégié, donc vous avez accès à un monde qui vous permet effectivement d'aller certainement plus vite qu'une personne qui serait dans un quartier défavorisé. C'est un peu ça finalement le message? Bien sûr, c'est ça, c'est que en ayant grandi dans cet environnement, j'ai été privilégié. Mais j'ai été privilégié parce que il y avait aussi une politique derrière. Il y avait cette volonté de la ville de Paris d'avoir des logements sociaux dans ces quartiers, dans ces quartiers qui sont plutôt aisés. Et c'est pas. Nous, on se bat encore toujours à Paris Centre pour avoir des logements sociaux à Paris Centre. On a inauguré des logements sociaux à la Poste du Louvre, à la Samaritaine. On veut pas que les gens qui ne sont pas privilégiés soient relégués dans des quartiers. C'est vraiment une volonté qui est forte et qui est très, très déterminante. Et justement, en parlant de volonté forte au quotidien, on aimerait se projeter dans le quotidien d'un maire adjoint de la ville de Paris. Quelle est votre journée type? Comment ça se passe, votre quotidien de maire adjoint? Alors, c'est un peu spécial parce que quand on est maire adjoint, vous savez, on a une activité à côté. Oui. Donc moi, à côté, je travaille à l'Institut français, je m'occupe d'un programme qui s'appelle Accès Culture. Donc une journée type, il y a plutôt 2 journées type, je dirais. Il y a une journée type où je suis à l'Institut français et à 18h, 18h30, je vais à la mairie. Et là, à la mairie, je vais souvent faire des mails, téléphoner, rencontrer des gens qui ont des projets, rencontrer des gens avec qui je monte des projets. Ou parfois, par exemple, je m'occupe des conseils de quartier, je vais aller à la rencontre... On fait des plénières avec tous les conseillers de quartier. Je m'occupe du conseil de quartier Temple Arts et Métiers et Sentier Arts et Métiers, pardon, et Temple Enfants Rouge. Donc je vais aller à la rencontre de ces habitants, leur apporter des réponses. Il y a des journées aussi où je fais des mariages, où je marie les gens. Il y a des journées où je fais des inaugurations. D'accord. Alors je pourrais même pas vous donner une journée type parce que c'est tellement varié. C'est varié. Très varié. Ce qui rend l'exercice relativement riche. Oui, riche et intéressant. Et on a une multiplicité aussi d'interlocuteurs qui est assez impressionnante. Le matin, par exemple, là, jeudi matin, j'étais dans une école élémentaire, l'école dans laquelle j'étais. On a renommé cette école du nom d'une juste parmi les nations qui a sauvé une 60aine d'enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, j'étais à l'Institut français à 10h, j'avais 2 réunions. Ensuite, le soir, j'étais à l'Union de l'orfèvrerie et de la joaillerie pour la remise de prix d'élèves. Ensuite, après, je suis retourné à la mairie parce que j'avais un rendez-vous. C'est des journées très riches. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous avez été confrontés, par exemple, pour être crédible ou tout s'est passé de manière évidente et facile? Est-ce que vous êtes retrouvé face à des complexités? Non, c'est très compliqué. Parce que moi, je suis adjoint au maire, mais je suis sans étiquette. J'ai une étiquette qui s'appelle Paris en commun, qui est associée aux socialistes, mais j'avais pas de parti politique, j'avais pas pris de carte dans un parti politique. Donc ça, c'est à la fois un inconvénient et un avantage aussi. Et du coup, on n'est pas du tout préparé. Et je vais vous donner un exemple sur la prise de parole. C'était terrible.
Parce que du coup, on se retrouve du jour au lendemain à devoir s'exprimer devant des gens qui parfois ne sont pas en accord avec ce que vous faites, avec votre politique et qui vous interpellent. Et il faut garder son sang-froid parfois, il faut dire les choses aussi. Par exemple, mon premier mariage, j'arrive comme ça dans une salle, il y a 100 personnes et je vais devoir marier des gens, je vais devoir faire un discours. Il faut que ça soit intéressant, captivant, un peu drôle, un peu triste. Il faut incarner le moment. Justement, ma question va être elle va certainement vous paraître un peu élémentaire, mais vous n'êtes pas accompagné, formé quand vous devenez maire adjoint? Absolument pas. Non. Après, c'est dans tous les milieux, hein, il faut être malin. C'est-à-dire, il faut aussi savoir se faire des amis. Et on voit, après, j'ai rencontré des élus exceptionnels. Que ce soit Dorine Bregman qui m'accompagne souvent, Karine Barbagli aussi qui est là, Monsieur le maire aussi. Qui est là aussi quand on a besoin de lui. Et ça, c'est riche. C'est très important de pouvoir avoir des élus comme moi, des mentors, des gens qui savent, qui peuvent te dire là, ça c'est bien, là, ça c'est mieux comme ci, comme ça. Des gens qui ont de l'expérience de politique aussi. Parce que ces gens-là, souvent, sont dans des partis politiques. Et moi, quand j'ai été élu, j'ai demandé à Bertrand Delanoë si je pouvais le voir, et on s'était longuement entretenu aussi. Et il m'avait dit aussi des choses que j'ai bien gardées. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme conseil, Bertrand Delanoë? Il m'a dit incarne, fais, vas-y. Il y a des choses qui vont mal se passer, il y a des choses qui vont bien se passer, mais vas-y, fais des choses et tu regretteras pas. Et on apprend de par l'expérience, voilà. Comme la fois où vous avez dû prendre la parole en public avec une centaine de personnes devant vous. Et qu'est-ce que vous retenez finalement de votre parcours? Si aujourd'hui il y a une chose principalement dont vous pourriez être fier, ça serait laquelle? Alors bien évidemment, être élu maire adjoint de la ville de Paris, je pense que naturellement il y a quelque chose de gratifiant, mais est-ce qu'il y a vraiment une action concrète dans votre fonction de maire adjoint ou dans votre parcours global d'homme dont vous êtes le plus fier et que vous souhaitez partager avec les auditeurs de Story? Moi, ce dont je suis le plus fier, je dirais que c'est des événements que j'organise. Il y a un événement qu'on organise qui s'appelle Estime-toi. C'est un forum sur l'estime de soi. À côté de ça, on organise des forums aussi pour les jeunes qui veulent travailler dans l'hôtellerie, la restauration, des jeunes qui veulent travailler dans la mode. On a fait un after-work aussi, Stop Précarité. Et moi, ce dont je suis le plus fier, c'est globalement de pouvoir être utile à des jeunes. Dire des jeunes qui sont en difficulté, qui ont 20 ans. Parfois, c'est des jeunes qui ne sont pas parisiens, qui ne sont même pas français et qui sont perdus. Et le forum Estime-toi, ça m'a beaucoup impressionné parce que j'ai rencontré des jeunes après qui m'ont dit ça m'a beaucoup aidé. Entendu. Et vous, justement, une projection dans la politique, c'est quelque chose dont vous rêvez? Quand on devient maire adjoint, on veut porter des projets, des actions aussi concrètes, mais est-ce qu'on a envie de devenir le maire de la ville? Parce qu'on commence par maire adjoint. Est-ce que c'est une suite logique de devenir maire, du moins pour vous? Pour moi, non. Je vous avoue que moi, j'ai toujours fait de la politique, en fait. C'est vrai que depuis 2020, j'ai une écharpe, mais depuis 2005, je fais de la politique. Je suis impliqué dans les associations. Et même dans mon autre travail à l'Institut français, c'est une façon de faire de la politique aussi, c'est du soft power. Donc, je pense que je ferai toute ma vie de la politique. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que je serai élu toute ma vie? Je pense pas. En tout cas, j'ai pas envie, je me suis jamais posé la question d'être maire ou maire d'un arrondissement. Je pense que c'est beaucoup de responsabilités. Je trouve que c'est un engagement qui est très important, mais je pense que c'est beaucoup de contraintes. Et je pense que j'aime tellement la vie que j'aime faire plusieurs choses. Et le fait que si un jour je fais de la politique, plus de politique, ça m'enfermera dans la politique. Et moi, j'ai pas forcément envie. J'aime bien être à la mairie et aussi à l'Institut français. J'aime bien aussi pouvoir faire mes passions, avoir de la place aussi pour avoir du temps libre. Et ça, c'est important pour moi. Quelles sont vos passions? Moi, j'adore dessiner. J'adore la musique, j'aime la mode. Ouais, j'aime beaucoup la mode, la musique, les voyages, le dessin. Qu'est-ce qui vous plaît dans la mode? Parce qu'on est quand même dans deux univers qui sont, on peut considérer d'opposés. On est sur une approche très intellectuelle avec la politique en étant maire adjoint. La mode est souvent décrit comme un environnement plutôt superficiel. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces deux mondes et qu'est-ce que vous trouvez comme pot commun? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la mode, pour moi, c'est un moyen de faire tellement de choses.
Là, par exemple, vous voyez, je vous parlais de mon défilé solidaire qu'on organisait avec Laura et les jeunes. C'était un moyen de mettre en avant des jeunes à travers un défilé et après de récupérer des fonds pour faire d'autres choses, pour faire de la solidarité finalement. Là, par exemple, quand on organisait le forum Estime-toi, le forum Stop Estime-toi et Stop Précarité aussi, je pense, on organise à la fin, j'essaye à la fin de presque tous les événements que j'organise de faire des défilés de mode. Avec l'association Empanam, ils arrivent à avoir des vêtements gratuitement et l'idée c'est que qui veut défile. Et du coup là, la mode finalement, ça sert à quoi? Ça sert à ce que des gens prennent confiance en eux, à ce qu'ils défilent. Et pas des jeunes qui n'ont pas forcément envie de défiler, mais qui se disent ah peut-être que j'aurais envie de me mettre en avant. Et la mode pour moi c'est un outil. C'est un outil. Je pense que j'aime la mode parce que j'aime les belles choses. Ça c'est une chose. Mais je pense que tout au long de mon parcours professionnel, j'ai toujours voulu utiliser la mode comme un outil. Un outil pour prendre confiance en soi, un outil pour générer des fonds aussi, pour des actions caritatives, un outil pour rassembler aussi. Donc pour moi, la mode, c'est plus un outil. Pour tout vous dire, j'ai fait mon premier stage chez une créatrice qui s'appelle Agnès B. Oui. À l'époque, j'avais 15 ans. Une belle référence. Ouais, j'avais 15 ans, c'était au service de presse. Et j'ai fait 2 stages même chez elle. Et je me suis dit que non. Et vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Et après, elle a beaucoup soutenu mon association aussi. Et après, je me suis dit que j'avais pas envie de travailler dans cet environnement, que j'avais plutôt envie de... Qu'est-ce qui vous a déplu justement dans cet environnement? Bah justement, je trouvais ça un peu limité. À quel niveau? Je trouvais ça un peu limité et un peu superficiel. Ah, on en vient. Voilà, on en vient. Un peu limité, un peu superficiel. Et je me dis, c'est que ça. C'est que voilà, des vêtements, des défilés, des mannequins, etc. C'était pas assez vaste pour moi. Est-ce que finalement on peut dire qu'un secteur d'activité, que ce soit la politique ou la mode, c'est comme une personne finalement? Il y a des qualités qu'on peut reconnaître effectivement dans la mode. Le fait de défiler sur un podium, ça permet effectivement de relever le potentiel et de permettre à certaines personnes de se sentir plus en confiance. Et après, effectivement, dans les défauts, on peut considérer que c'est un monde qui est quand même assez concurrentiel et superficiel. Et dans la politique, quels seraient les défauts dans le domaine de la politique? Parce que là, on a parlé beaucoup dans le domaine de la mode, mais ça serait pour faire le lien justement avec la mode, ce qui est génial dans la politique, c'est qu'on balaye tout. C'est-à-dire, moi, demain, je peux travailler sur la mode. Après, je suis avec les conseillers de quartier. Après, je fais un mariage. Je peux traiter presque tous les sujets. Et même quand c'est pas dans mes délégations, je peux contacter une élue, par exemple, l'élue qui s'occupe de la culture. Je peux la contacter et lui dire, tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses? Et on monte ça à 2, etc. La politique balaye tous les champs. Alors que la mode, c'est assez limité, finalement. Et la politique, je dirais, la principale difficulté dans la politique, je dirais que le problème, c'est que la plupart des politiques font carrière en politique. C'est-à-dire que quand on arrive, comme vous dites, on est maire adjoint, après on veut devenir maire, après on veut devenir député, après on veut devenir sénateur. Et j'ai l'impression que parfois, certains politiciens oublient qu'on est au service finalement, qu'on est au service d'une meilleure société, qu'on est au service des gens, et ils sont dans des logiques de carrière. Est-ce que c'est l'ego finalement qui se positionne à travers effectivement cette volonté de, comment dirais-je, de toujours aller plus haut? C'est-à-dire on commence, vous l'avez très bien décrit, on commence en tant que maire adjoint, ensuite on veut devenir le maire et ensuite député, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ego en politique? Bah justement, des fois, ce qui est assez triste, c'est que l'ego surplante la volonté d'agir pour le bien commun. C'est-à-dire, moi je me suis dit, quand je me suis engagé, je me dis, bah déjà je veux voir ce que je veux faire. Et si c'est bien ou si les gens me disent que c'est bien, on verra. Parce que je peux être en 2020, j'aurais pu me dire aussi que je ne veux pas forcément faire l'affaire. Hein. Je suis pas parfait. C'est la première fois que je faisais ça aussi. Et un travail dans le secteur privé, ça se passe mal. On a une période d'essai et puis on peut arrêter un CDI, un CDD. Tandis que là, quand on est élu, on ne peut pas arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que vous avez raison. Quand il y a beaucoup d'élus, je pense, qui se font un peu happer par l'ego, par la volonté de dire bon bah avant j'étais maire adjoint, je peux pas rester maire adjoint, il faut que je devienne ceci, il faut que je devienne cela, etc. Et ça pourrit un peu finalement la politique. Oui, parce que on part dans l'idée d'une vocation, d'un engagement, et puis finalement on se perd à travers soi et son ego finalement. Ce qui nous a motivés au départ est décentré par le fait qu'on souhaite finalement gagner du pouvoir. Oui. C'est un peu ça. C'est ça. Après, je dis pas que les politiques qui font carrière sont pas des bons politiques. Hein. Je dis que parfois,
Voilà, ça Certains. peut être dilué Mm, dans l'ego, dans mm, des mm, choses qui mm, sont comme ça et qui finalement on s'oublie. mm, mm, mm. Et moi j'aime bien l'idée de me dire que bah là peut-être que je vais continuer dans une carrière dans la diplomatie. Après Mm, peut-être que je reviendrai, mm. mais je suis pas non plus scotché en me disant il faut absolument que. Est-ce que vous, Jimmy Berthet, vous considérez pas qu'il faut un peu d'ego finalement pour entreprendre? Et quand je dis entreprendre, c'est pas uniquement dans l'entrepreneuriat, mais de manière globale dans la vie. Est-ce qu'il faut pas un peu d'ego? Alors bien sûr, de manière raisonnable, mais est-ce que vous trouvez pas que c'est un moteur finalement pour considérer être en action et aller essayer de réussir ou du moins d'essayer d'atteindre un rêve, un but? Bien sûr, je pense qu'il faut de l'ego dans la vie, il faut être un peu narcissique, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir du courage aussi pour s'affirmer, pour sortir de sa zone de confort. Et ça demande un peu d'ego, un peu de narcissisme même, je dirais, hein, parce qu'il faut se regarder, il faut se questionner, il faut connaître ses atouts, ses qualités, ses faiblesses aussi. Et ça demande de se regarder. Et ça Mm. demande ouais, il faut être un peu narcissique et avoir de l'ego, avoir de l'estime de soi. On en revient encore Mm, mm, à mm. ça. Et oui, ce qui est un peu dommage parfois, c'est que ça surplante tout. Mm. C'est ça qui est un peu dommage. Oui, oui, effectivement, qu'on n'ait plus que ça de manière centrale et qu'on oublie tout le reste. Ouais. Et est-ce que vous avez eu, vous, lors de votre parcours, des fêlures? J'entends par là, vous êtes retrouvé face à des critiques, que ce soit au niveau de votre identité, au niveau de oui, de vos origines, par exemple. Est-ce que vous vous êtes confronté à des difficultés comme ça qui peuvent parfois nous décourager et nous donner envie d'arrêter? Je dirais que j'ai jamais été confronté moi à tout ça. La seule chose que j'ai remarqué souvent, c'est que c'est une question, vous savez, en tout cas moi dans ma famille, je mangeais pas avec mes parents. Les parents mangent de leur côté, les enfants de l'autre. On n'a pas des discussions. J'avais pas beaucoup de discussions avec mes parents sur des sujets d'actualité, de société, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est. En fait, c'est quelque chose que j'ai ressenti. J'ai senti que j'ai dû créer mes codes et j'ai dû comprendre les codes de la société dans laquelle j'évoluais et j'allais évoluer un peu sur le tas. Et un peu grâce à des gens qui étaient extérieurs à ma famille. Et ça, je l'ai noté. J'ai noté que j'avais pas, par exemple, de faire discussion juste. Parce que quand nous, on est jeunes dans une famille, dans certaines familles, je dis pas que c'est comme ça, j'ai pas envie de généraliser, mais c'est vrai que les enfants sont exclus, les adultes et les enfants ne se mélangent pas dans certaines sociétés, dans certaines cultures. Mm. Et le fait de devoir arriver à un certain âge, faire des discussions avec des adultes qui sont pas forcément de ma culture, Mm. et ben ça s'apprend. Mm, mm, Ça mm. s'apprend, la discussion, comment faire discussion, comment parfois être en désaccord, mais pas Mm. trop, Mm, mm. comment amener une discussion à sa fin, comment partager ses idées, etc. C'est des choses que moi j'ai appris sur le tas. Vous allez certainement postuler à nouveau pour une candidature, pour un nouveau mandat. Comment ça va Ah, se c'est une passer très bonne par question. la suite? C'est une très bonne question, Marie. Je suis en train de réfléchir. Là, je me suis laissé jusqu'à la fin du mois de juin, début juillet, pour soit me repositionner, donc faire partie des listes pour les élections municipales qui auront lieu en mars 26, Mhm. soit partir dans le réseau diplomatique. Donc plus suivre ma voie professionnelle, aller dans le réseau diplomatique, être attaché culturel ou diriger un institut français, plutôt en Afrique, vu que c'est le continent que je connais bien. Il ne vous sera pas possible de faire les deux? Bah là, je faisais les deux, Mhm. mais du coup, j'étais à Paris, à la maison mère, à l'Institut Ah, français. oui, oui. Mais je pourrais pas faire les deux si je pars à En l'étranger, étant- forcément. ouais, Voilà. effectivement. Ouais. Et vous êtes donc en réflexion? J'ai toujours voulu travailler, par contre, dans la coopération entre la France et l'Afrique, parce que je pense qu'il y a quelque chose de nouveau à incarner aujourd'hui. On le voit dans l'actualité. Il y a quelque chose de nouveau à incarner entre la France et l'Afrique. Est-ce que vous êtes justement de cette diaspora qui souhaite rentrer au pays pour aider le développement du pays? Est-ce que vous êtes dans cette Bah, volonté et réflexion? je l'ai fait. Hein. Je suis parti au Mali 4 ans, dans mon pays d'origine. Pendant 4 ans, j'ai développé beaucoup de choses avec des artistes, des associations. Mm. Avec le ministère, j'ai travaillé pour le ministère de la Culture aussi au Mali. Et je dirais pas que... en fait, l'idée, c'était de se dire, et je pense que tout le monde devrait réfléchir comme ça, qu'est-ce que j'apporte finalement? Mm. Parce que juste y aller, oui, mais il y a des gens qui sont qualifiés aussi sur place. Tout à Il y a fait. des jeunes aussi qui sont diplômés. Donc, qu'est-ce que j'apporte à ces jeunes Comme valeur ajoutée. comme valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter au continent? Mm. Et parce que sinon,
On y va comme ça, avec ses gros sabots, on pense qu'on va révolutionner les choses, mais non, il y a plein de jeunes là-bas qui ont plein d'idées, qui demandent juste à être eux accompagnés. Moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus intéressant. Après, on peut développer des choses, mais il faut voir aussi quels jeunes sont sur le continent, qu'est-ce qu'ils font. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui bougent, qui font des choses exceptionnelles. Et moi, c'est pour ça que peut-être j'ai envie d'y retourner. Et j'ai toujours voulu créer ce lien, ce pont entre la France, l'Afrique. Là, j'ai été 4 ans au Mali, j'aimerais bien découvrir un autre pays. Et pourquoi pas. Mais non, j'ai toujours été libre. Je me suis jamais dit que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. Oui. J'ai toujours aimé être au service de l'autre. Et saisir les opportunités. Saisir les selon opportunités, comment elles se présentent. être au service de l'autre, être un acteur du changement. Et pas forcément du changement de la société, etc. J'ai pas cette présomption. Mais être au service des gens, être acteur de leur changement. Et justement, pour les personnes et précisément les jeunes qui nous regardent, parce que de ce que j'ai compris, votre engagement est orienté et axé sur les jeunes, que pourriez-vous dire à un jeune qui aujourd'hui doute, un jeune issu de la diversité ou pas, qui n'a pas les codes? Quel message vous pourriez lui donner pour que finalement il casse ce plafond de verre et qu'il ose, tout simplement? Je lui dirais qu'il prenne contact avec l'élu de sa ville ou de son arrondissement, parce qu'il y en a des élus, en tout cas à Paris, qui sont exceptionnels, des élus jeunesse qui sont exceptionnels. Et je lui dirais qu'il prenne contact avec cet élu, et si cet élu ne répond pas, qu'il cherche de l'aide. Qu'il arrive auprès d'une association. Auprès d'une association, auprès des associations, ou auprès on a souvent aussi, et on l'oublie, dans le corps professoral, des très bons professeurs. Moi, j'ai beaucoup été aidé par mes professeurs. Je pense à mon professeur Vincent Carpentier, sans qui j'aurais jamais été en général, un professeur de mathématiques exceptionnel. Et parfois, ce que je remarque, c'est qu'on n'ose pas aller chercher de l'aide. Et en fait, je dirais à ces jeunes, ayez le courage d'aller chercher de l'aide. Vous trouverez forcément quelqu'un pour vous aider. Chose qui a été le cas pour vous finalement. Ouais. Donc ça mérite qu'on suive l'exemple quand on voit le parcours. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, avec les auditeurs de l'émission Story. C'est très inspirant. Aujourd'hui, on a parlé de leaders qui nous inspirent et là, je pense qu'on a un bel exemple. Merci encore, Merci Jimmy Marie. Berthet.